Bienvenue avec la voix de Louis. La voix de Louis n'est pas une voix de l'intelligence artificielle, c'est bien la mienne et je vous raconte l'histoire d'un homme extraordinaire dans le 6e épisode du dernier Noël de Pharaon où vous allez pouvoir enfin découvrir un début de l'identité réelle de cet homme dont la vie est clairement documentée. Les enfants partis à l'école, il prit son pardessus et sa chéchia, une écharpe de bonne laine et prit un sac pour faire quelques courses dans le quartier qui regorgeait de tous les commerces du quotidien et du superflu. De son pas lent, encore félin, il arpentait le large trottoir en direction de la Bastille où il irait dégoter une machine à écrire, sans doute chez un brocanteur, où les stocks de l'armée étaient encore abondants et souvent de très bonne qualité. Il lui faudrait également le papier et un ruban de rechange pour ne pas être freiné dans son inspiration. Alors qu'il était dans le Nord, en activité, il ne fut pas rare que son élan à gratifier les soldats morts au combat furent stoppés à cause de ces maudits rubans et d'un manque de papier bien compréhensible dans les conditions de vie du moment qui ressemblaient plus à des conditions de mort devenues ordinaires. Le claquement de la frappe se confondait avec la 12-7 qui répliquait au tir allemand dans un staccato macabre. Le soldat d'Uniac a fait preuve d'un courage exemplaire. Tac, 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 tac! Feu sur la ligne. Tac, clac, 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 clac! Il est tombé en portant le feu de sa mitrailleuse au-delà des lignes, qui s'apprêtait à déborder, stoppant le mouvement à lui seul. Tac, 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 tac! Avant une rafale de mitraille ennemie. Clac, 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 clac! Avec la submersion de ces cauchemars, il arriva qu'il s'absenta et se mit à pleurer en marchant ou en regardant par la fenêtre, ou même en faisant semblant d'écouter la radio. Il ne s'en apercevait qu'en reniflant après de longues minutes suspendues à des images spontanées irrépressibles qui chez certains les empêchaient tout simplement de dormir jusqu'à la dépression avant un suicide. Lui bondissait hors de ce piège et feignait avoir les cieux qui piquaient encore à cause des gaz pour émerger de nouveau avec son entourage du moment et arborer son beau sourire en forme d'excuse de paraître pleurer. Sa belle jeunesse en Kabylie, dans une famille attentionnée au milieu de la nature, lui avait offert les fondations psychiques solides d'un bonheur par défaut en toutes occasions. Il en allait ainsi, a fortiori après avoir vécu comme un mort en sursis à la porte des enfers germaniques. Il savait que si le paradis n'existait peut-être pas pour certains, l'enfer était là, à portée de tous au rythme des canonnades du Kaiser et de ses descendants, des Krupps et de leurs héritiers, toujours prompts à trouver une bonne raison de fondre sur la France. Son nez coulait à ce moment-là du sol froid et son esprit avait des projets heureux à honorer. Rue de Lappe, il entra dans une boutique dont la vitrine présentait des appareils photographiques, des machines à écrire, des montres, des horloges, où il pressentit un savoir-faire dans les mécaniques de précision qui le rassurait. « Bonjour monsieur !» Il ôta un instant sa chéchia par politesse et le commerçant, relevant son regard par-dessus ses lunettes en bout de nez, fut un instant saisi par la vision de la blessure. « Couvrez-vous, soldat, vous allez attraper froid. »« Merci, je cherche une machine à écrire fiable avec des rubans et du papier comme celle de l'armée. Vous êtes officier, vous tapiez les comptes rendus macabres, n'est-ce pas ? » Exactement, et je connais bien ces machines, alors
pour écrire mes mémoires. Je pensais que... Vous êtes jeune, vos mémoires? Ah, sait-on jamais. J'ai eu une vie un peu spéciale, alors, pour mes enfants. Alors, voyons. Voyons, je peux vous proposer celle-là. Et vous savez pourquoi? Non, je suppose que c'est une bonne machine. Ah là là, et en plus, j'ai un client écrivain, un Suisse, un ancien légionnaire avec un bras en moins qui m'en a acheté une. Il vit pas très loin entre deux voyages et les fournitures ne sont pas chères. Vous me parlez de Sandra, de la main coupée? Exactement, vous avez de la culture. En plus d'être un brave, alors je vous la fais à 5 francs, avec 3 rubans et 2 rames de papier. Vous pourrez devenir écrivain, vous aussi. Pour lui, je lui ai modifié quelques petits trucs, parce que frapper juste avec la main gauche, ça use toujours les mêmes bagues, alors... Du coup, c'est un client fidèle, même pour la photo d'ailleurs. Un sacré gaillard, ce Sandra. Et pour vous, allez, il y a la housse de transport. C'est parfait. Je vous la paye, 5 francs, les voilà. Et je reviens la chercher demain, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de courses à faire et je vais manger avec... Bourrache, le cellier de Saint-Antoine. « Yo ha, welcome, sir !» Vous venez du sud, vous? D'Algérie, oui, de Kabylie. Zouave tirailleur et cavalier. Moi, j'étais brancardier, j'en ai transporté des milliers de pauvres bougres. Tous appelaient leur mère sans exception. Ah, passons! Vive la France! Vive la France, mon brave. Merci. À demain. Un monde de bonne volonté avait fait sien la souffrance générale à partager, pour l'alléger et tenter de l'oublier. Le labour des terres au nord et vers la Champagne, par le maudit fer allemand, avait offert aux Français une moisson d'espoir d'avoir enfin connu la der des der et de le revendiquer pour conjurer ce sort qui redonnait aux Rhin sa limite géographique et matérielle à la paix. Les hommes, entre eux, ceux du même côté du front, se reconnaissaient sans les barrières sociales, usant progressivement les cohésions nationales en temps de paix. Il y avait bien en ces temps-ci des heurts avec une extrême droite plutôt royaliste sur laquelle un Hitler ne pourrait pas compter. D'autres prêtaient plus facilement un flanc mou et toujours nu, les socialistes ruineurs qui, comme en Allemagne, étaient capables des pires alliances. Au-delà, il y avait ce jour présent de bonheur simple qu'il ne fallait pas gâcher pour qu'il en appelle d'autres, et il devait une bouteille de vin à ses hôtes, lui qui n'en buvait pas. Chez Nicolas, le patron fut aimable de le comprendre en voyant son visage d'homme des plateaux lointains du Maghreb, avec le nez busqué et les pommettes saillantes sur une mâchoire forte scellée de belles dents encore intactes. Il ressemblait à l'homme qu'il était âpre au combat, tout autant que souriant pour apaiser. Un vin du Massif central, s'il vous plaît, monsieur Nicolas. Le pays de ma femme Jeanne et de Bourrache, l'aimable cellier qui m'offre une volaille grasse et une potée. Je leur offre à lui et à ses compagnons des oranges de Sétif, près de chez mon père. L'arabe au coin de la place avait un bel étalage comme au pays, alors... Voilà tout mon menu, monsieur Nicolas, et comme on m'a dit que vous étiez un homme de l'art du vin et que je n'y connais rien... Ah, bah, vous connaissez au moins le Massif central. Oui, je me suis marié à Clermont-Ferrand, et j'y ai rencontré ma belle famille, les Larcher,
Et les tabayous, austères mais honnêtes, mais radins les bougres. Ils buvaient du 5%. Est-ce bon pour ce repas, monsieur? C'est parfait, pour quelqu'un qui ne boit pas, bravo, et de plus, les vignes là-bas se font rares, alors ils les soignent bien et le vin est bon. Il n'y a plus les soldats enivrés avant de les jeter à la mitraille. Dans mon régiment mixte, il y avait ceux qui buvaient pour se donner du courage et mouraient souvent vite, à ne pas voir le trou de but où se jeter, et puis il y avait les autres, les sobres par instinct de survie, ou les indigènes de chez moi qui chargeaient en priant Allah. Tous ne mouraient pas, mais tous, vous voyez la mort. Alors maintenant, c'est la vie qu'il faut célébrer en buvant pour ceux à qui cela apporte de la chaleur, en priant et en souriant, en chantant, en aimant les aimables vivants, et surtout en leur disant qu'on les aime. Bouche bée, le vendeur resta interloqué. Ça, c'est un message clair et bien dit, et puis bien reçu. N'est-ce pas, messieurs? Dans le magasin, 2 autres hommes l'avaient écouté et se regardèrent impressionnés par sa tirade spontanée. Ils lui tendirent la main à son sortir, et il enleva ensuite sa chéchia pour les saluer. « Merci, soldat, longue vie. Soignez-vous bien. » Une fois la porte refermée, les 3 hommes le regardèrent s'éloigner doucement avec élégance. « Légion d'honneur, s'il vous plaît. Venu de si loin au sud pour se faire arracher la tête au nord. Pour la France. Les colonies nous coûtent cher, mais cela en valent bien la peine. » Il le regarde s'éloigner. Il tousse, pauvre homme. Il a en plus pris les gaz. Putain de boche. Et Hitler ne lâchera pas, moi je vous le dis. Que Dieu le protège. Ouais, le sien et le nôtre. À quelques centaines de mètres, Gaspard Bourrache était sorti lui aussi pour acheter les oranges un peu avant midi, une par personne, comme un cadeau de Noël avant l'heure. En revenant, il reconnut de loin devant lui la grande silhouette à la chéchia et au pas glissé qui portait un panier en osier d'où émergeait une bouteille. Il hâta le pas pour le rejoindre en le hélant. « Lieutenant, c'est Bourrache, attendez-moi !»« Oh, Bourrache, quel plaisir, allez, comment allez-vous, compagnon ?» Ils se serrèrent la main longuement, les yeux francs et souriant à un ami heureux de se retrouver, comme s'ils s'étaient connus toute la vie, ou plutôt pour avoir un destin commun d'homme brave et qu'il a prouvé sans détour. « Vous avez acheté des oranges, Bourrache ? Et vous aussi, et le vin ? C'est normal, une volaille nous attend, et j'ai trouvé du 5%. Païs, Bourrache, païs. J'ai expliqué aux gamins pour le vin, ils ne connaissent rien de la vie, et encore moins des colonies. Vous savez, mes beaux-parents ont une brasserie à Neuilly, en face de l'hôpital où j'étais soigné par les Américains, et c'est en allant boire une limonade avec mes amis gueule cassée que j'ai rencontré Jeanne. Un paradoxe, n'est-ce pas ? Le destin est taquin parfois, mais la guerre a brassé les cultures pour beaucoup qui ont vu du courage. Même chez les plus différents à l'œil, mais tous avaient le sang bien rouge et appelaient leur mère en mourant. Ouais, les dénominateurs communs de l'humanité qui se déchire ont marqué les esprits bien plus que les différences. Jusqu'à la prochaine génération qui ne se battra pas et ne verra jamais autant de chair à vif que nous. Putain de boche! Qu'ils restent chez eux maintenant. C'était la dernière, hein, lieutenant. Vous le pensez aussi, hein, comme vous en pensez. Je souhaite, Bourrache, comme vous imaginez vos enfants et vos apprentis repartir. Moi, je préférerais y aller moi-même pour les épargner. Que le ciel vous entende, lieutenant. Le ciel et les politiques, Bourrache,
Les politiques au service des industriels, les industriels au service de la finance. Nous nous sommes battus pour l'argent en croyant que c'était pour la patrie. C'est noble la patrie, Bourrache. Ça fait chanter les peuples et les soldats. Pas l'argent. Vous parlez bien comme un philosophe, comme un écrivain, lieutenant. Comme un homme qui a les yeux ouverts. Et qui a faim, Bourrache. Allez, allons manger ensemble, allez. Oh, William. Les deux hommes en rire entrent dans la boutique qui sent le cuir, le bois et la forge chaude avec ce midi. Les effluves d'une volaille grasse qui a lentement tournoyé à côté de la braise en laissant sa graisse couler dans un plat où elle sera coupée. On y déposera aussi les légumes égouttés, cuits en poté, les pommes de terre, les poireaux, le chou, les haricots lingots, les navets, sans oublier les carottes qui ont mitonné patiemment des heures dans un bouillon léger, sans cochon pour une fois. Un grand établi où il coupe le cuir est dégagé et tous dressent la table, portent les plats, l'eau fraîche empichée, la bouteille de vin, le gros sel et l'huile d'olive. Le fromage de Cantal est sur un plateau de bois avec son couteau et une miche de pain attend d'être tranchée au dernier moment. Plus loin attendent les oranges pour le dessert et le café sera passé par le forgeron Giovanni, le rital, qui ressemble à l'invité d'ailleurs, avec sa gueule taillée à la serpe et ses cheveux noirs et drus. Un long banc est tiré de chaque côté. Bourrache va fermer la porte à clé et frappe dans ses mains. À table tout le monde, nous avons un invité, lavez-vous tous bien les mains et le bout du nez, bougre de saligot, on va se lécher les doigts et les babines aujourd'hui chez Bourrache. Ils sont 8 autour de la table qui attendent poliment le signal du patron pour enjamber les bancs et l'invité imite ses hôtes avec un sourire bienveillant qui rassure les ouvriers impressionnés par l'allure de cet homme de grande taille venu des colonies. Il les imagine désertiques ou couvercles de jungle, peuplés de sauvages, souvent cannibales d'ailleurs, ou ne chevauchant que des chameaux qu'ils confondent avec les dromadaires. Asseyons-nous, compagnons, pour ce repas de fête, et mangez tous avec appétit, en remerciant le ciel de ce repas. En s'asseyant, Giovanni le rital se signe, en regardant rapidement l'invité en cachette, et une fois assis, prend la miche et la signe avec le couteau. Il se relève et va jusqu'à la forge où il débroche la grosse volaille et la pose dans le plat de terre plein de jus. Il pose ensuite chaque légume autour de la bestiole et porte le lourd plat sur la table où tous s'ébrouent d'aise face à cette merveille à déguster. Bourrache se lève et découpe la viande, puis chacun se sert en prenant ce qui est à sa portée avec une politesse de table de messe d'officier. L'invité, assis à côté de Bourrache, en a fait autant sa manière, et son autre voisin lui a versé un verre d'eau fraîche quand la bouteille de vin fait le reste du tour de la table. D'habitude, pas de vin au travail, lieutenant, pour avoir l'esprit clair, mais aujourd'hui c'est fête pour eux, ils apprennent à se tenir avec les invités d'ailleurs. Merci à tous. Normalement, on se découvre à table, mais je suis désolé, je n'enlève pas ma chéchia, elle cache ma blessure, et en mangeant, les compagnons opinent du chef
Ils font un petit signe d'approbation, chacun portant à la bouche qui la viande ou les légumes et le pain, avec beaucoup de retenue, sans poser les coudes sur la table, ne parlant pas en mâchant et ne buvant que la bouche vide. Ces manières lui rappellent celles de Jeanne, qui découpe même les fruits dans une assiette avec fourchette et couteau. Ainsi, il soupçonne que cette éducation est peut-être celle de certaines confréries auvergnates soucieuses de donner le change aux bourgeois. Quant aux bonnes manières, qui ne sont finalement que propreté ordinaire, c'est peut-être ça. Les compagnons mangent avec entrain et au dessert s'interrogent sur la bonne façon de couper les oranges en se tournant vers l'invité. Alors, la bonne manière d'épargner le fruit est de fendre la peau en 6 parts, comme ça, voilà, et de couper les 2 calottes, ou avant. Et voilà, et on tire chaque tranche de peau, et le fruit est intact, dès qu'on a enlevé le blanc, comme ça, vous voyez. Voilà, les belles tranches pleines de bon jus. Vous aviez des orangers en Kabylie, lieutenant? Oui, et du blé, des chevaux, des moutons, un grand jardin au bord d'une rivière. La ferme était superbe, et tous bien nourris, et nous tous bien élevés. Mon père était un homme puissant et sage, qui voulait faire avancer la société traditionnelle, disons. Il l'a payé de sa vie, et moi, je suis rentré dans l'armée pour retrouver ces assassins. Et voilà, ensuite, le Maroc, la guerre, Paris. Vous en êtes parti pour les enfants? Oui, aussi pour les écoles. Et puis ma femme est parisienne, et moi, malheureusement, je ne peux plus faire de cheval à cause de ma blessure. Et je ne pouvais plus poursuivre les brigands, les bandits, les contrebandiers. Ici, je peux me soigner. Je peux me soigner les poumons aussi, surtout, qui me font aussi mal que ma blessure. Et vous, Giovanni, vous êtes parti d'Italie? Oui, moi, c'est pour fuir la misère du Sud. On a des orangers aussi, vous savez. Mais les bonnes terres sont au nord et bien manger difficile. J'avais pas d'argent pour l'Amérique et j'ai fait mon baluchon pour la France. En attendant, si vous êtes aussi bon forgeron que cuisinier, vous aurez toujours un travail, Giovanni. Il est très bon forgeron, mais je lui dis pas, il me coûterait trop cher. Tous rient et le café est servi dans un service en métal, comme à l'armée. Vous vous souvenez, lieutenant, de ce jus de chaussettes noires qu'on attendait tous? Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais on arrivait même à le trouver bon. Oh, sans doute parce qu'il était chaud déjà. Celui-là, par contre, il est vraiment bon. Hein. Ah, comme votre compagnie bourrache. Merci, lieutenant. Est-ce que je peux vous demander comment vous vous appelez, mon lieutenant? Vous avez bien raison, Gaspard. Mon père m'a appelé comme lui et comme son père avant. Je suis pharaon, Amar Chérois ou Omar pour l'armée, parce que je suis naturalisé, ou pharaon pour ma femme. Et mes beaux-parents ont décidé de m'appeler François, tout simplement. Ouais, ils en ont profité que je sois naturalisé français. Tous se regardent éberlués de ce nom de Pharaon. Pharaon, c'est beau, Pharaon. Moi, c'est Étienne. Moi, c'est Jean. Mio Giovanni. Moi, c'est Lucien. Moi, Grégor Polonais. Moi, Marseille. Je suis Marcel de Marseille.
Et moi, Gaspard Bourrache, Auvergnat, et il faut aller travailler, les compagnons. Allez, en avant, mordieu. Ainsi se termine le 6e épisode du dernier Noël de Pharaon, où vous avez découvert son identité, mais il vous faudra encore attendre les prochains épisodes, 4, 5, 6, selon l'inspiration du moment et les renseignements qui me parviennent au fur et à mesure de l'audition de ce gros travail. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de vous abonner et je vous dis à bientôt.